Mon nom est Victor Frankenstein. Je suis né à Genève et ma famille est l'une des plus distinguées de cette république. Mes ancêtres étaient depuis de nombreuses années conseillers et syndics et mon père avait rempli avec honneur et gloire plusieurs fonctions publiques. Dans ma famille, la richesse était un but inférieur à atteindre. Mais quelle gloire ne résulterait pas de ma découverte si je pouvais bannir du corps humain la maladie et, hors les causes de mort violente, rendre l'homme invulnérable. Un jour, alors que j'étais enfant, lors d'un violent orage, je vis un éclair réduire un très gros chêne en une souche calcinée. Les lois les plus simples de l'électricité ne m'étaient pas alors complètement étrangères et ce jour-là, nous avions avec nous quelqu'un de très versé dans l'étude des phénomènes naturels. Excité par le spectacle de cette catastrophe, il nous expliqua une théorie qu'il avait conçue à propos de l'électricité et du galvanisme dont la nouveauté me jeta de suite dans une sorte d'hébétude et de ravissement. Étudiant ensuite à l'université d'Ingolstadt en Bavière, je tombais sous l'influence d'un personnage exceptionnel, le professeur Waldman, qui me dit un jour « Les anciens professeurs promettaient des choses impossibles et n'aboutissaient à rien. Les maîtres modernes promettent peu, ils savent que la transmutation des métaux est impossible et que l'élixir de longue vie est une chimère, mais ces philosophes ont en réalité accompli des miracles. Ils pénètrent dans les recoins de la nature et montrent comment elle procède dans les endroits où elle se cache. Ils montent jusqu'aux cieux. Ils ont découvert la circulation du sang, la nature de l'air que nous respirons. Ils ont acquis des puissances nouvelles et illimitées. Ils peuvent commander à la foudre céleste, imiter le tremblement de terre et faire surgir aux yeux étonnés du monde invisible la vision de ses propres ombres. Telles furent les paroles du professeur Waldman, ou plutôt telles furent les paroles du destin prononcées pour ma ruine. Tandis qu'il parlait, j'avais l'impression que mon âme était aux prises avec un ennemi palpable. Une par une, il frappa sur les diverses touches qui formaient le mécanisme de mon être. Chaque corde résonnait à son tour. Et bientôt, mon esprit fut rempli d'une seule pensée, d'une seule conception, d'un seul but. Voilà ce qu'on a fait, m'écriai-je, mais moi, j'accomplirai plus, bien plus encore. Marchant sur les pas déjà tracés, je déblayerai une route nouvelle, j'explorerai des puissances inconnues et je déploierai devant l'univers les mystères les plus cachés de la création. Un des phénomènes qui avait particulièrement attiré mon attention était la structure du corps humain. Quelle était donc, me demandais-je souvent, l'origine du principe de la vie? Question audacieuse et que toujours on a considérée comme mystérieuse.
Pourtant, combien de secrets ne sommes-nous pas sur le point de pénétrer si seulement la lâcheté ou la négligence ne limitaient pas nos recherches? Je roulais en mon esprit toutes ces pensées et je finis par décider de m'appliquer particulièrement aux branches des sciences naturelles qui touchent à la physiologie. Pour rechercher les causes de la vie, il est indispensable d'avoir d'abord recours à la mort. Mon attention se fixait sur chacun des objets les plus insupportables pour la délicatesse des sentiments humains. J'observais la corruption de la mort succéder à la fraîcheur des joues vivantes. Je voyais le ver prendre pour héritage les merveilles de l'œil et du cerveau. Je m'arrêtais, j'examinais, j'observais, j'analysais tous les détails du passage de la cause à l'effet, le changement entre la vie et la mort, entre la mort et la vie, jusqu'au moment où, au milieu de ces ténèbres, surgit devant moi la lumière. Une lumière si éclatante, si merveilleuse, et pourtant si simple que, ébloui par l'immensité de l'horizon qu'elle illuminait, je m'étonnais que parmi tant d'hommes de génie dont les efforts avaient été consacrés à la même science, il lui eût été réservé à moi seul de découvrir un secret aussi émouvant. Après des années, des jours et des nuits de labeur et de fatigue incroyables, je réussis donc à découvrir la cause de la génération et la cause de la vie. Bien plus, je devins capable moi-même d'animer la matière inerte. Ce que les plus grands savants, depuis la création du monde, avaient cherché, fantasmé, désiré, se trouvait désormais entre mes mains. J'hésitais longtemps sur la manière dont je devrais l'employer. Bien que possédant le pouvoir d'animer la matière, préparer un corps pour recevoir la vie, réaliser l'entrelacement délicat de ses fibres, de ses muscles, de ses veines, restait quand même une œuvre d'une difficulté, d'une complexité, d'une longueur inconcevable. Je ne savais d'abord si j'essaierais de créer un être semblable à moi ou un organisme plus simple. Mais mon imagination était par trop exaltée par mon premier succès pour me laisser mettre en doute la possibilité pour moi de donner la vie à un animal aussi mystérieux et aussi complexe que l'homme. Je préparais mon esprit à une quantité de revers. Mes tentatives pourraient échouer sans cesse et mon œuvre se trouvait imparfaite. Pourtant, quand je considérais chaque jour les progrès de la science et de la mécanique, j'arrivais à espérer que mes essais actuels poseraient au moins les bases du succès à venir. C'est donc dans ces sentiments que je me mis à créer un être humain.
comme la petitesse de ces diverses parties constituait un grave obstacle à la rapidité de mon travail, je résolus, et contrairement à mon intention première, de lui donner une stature gigantesque, c'est-à-dire environ 8 pieds de hauteur et d'une largeur proportionnée. Après avoir pris cette décision, passé plusieurs mois à rassembler, disposer convenablement mes matériaux, je commençai mon travail. Ce fut par une lugubre nuit de novembre que je contemplais mon œuvre terminée. Dans une anxiété proche de l'agonie, je rassemblais autour de moi les instruments qui devaient me permettre de faire passer l'étincelle de la vie dans la créature inerte étendue à mes pieds. Il était déjà 1h du matin. Une pluie funèbre martelait les vitres. Ma bougie était presque consumée lorsque, à la lueur de cette lumière à demi éteinte, je vis la créature entr'ouvrir des yeux d'un jaune terne. Elle respira profondément et un mouvement convulsif agita ses membres. Comment pourrais-je dire l'émotion que j'éprouvais devant cette catastrophe? Où trouver les mots pour décrire l'être repoussant que j'avais créé au prix de tant de soins, tant de labeur, tant d'efforts? Ses membres étaient certes bien proportionnés et je m'étais efforcé de conférer à ses traits une certaine beauté, grand Dieu. Sa peau jaunâtre dissimulait à peine ses muscles et ses vaisseaux sanguins. Sa chevelure était longue et soyeuse et ses dents d'une blancheur de nacre. Mais ces merveilles ne produisaient qu'en contraste plus horrible avec ses yeux vitreux qui semblaient de la même couleur que les orbites d'un blanc douteux dans lequel ils étaient profondément enfoncés. Et cela contrastait aussi avec la peau ratatinée du visage et la bouche rectiligne aux lèvres presque noires. Depuis des années, j'avais travaillé sans aucune relâche dans le seul but de communiquer la vie à un corps inanimé. Et maintenant qu'il se trouvait réalisé, la beauté du rêve s'évanouissait, la beauté du rêve se fracassait. Une horreur, un dégoût sans borne m'emplissait l'âme, incapable de supporter la vue de l'être que j'avais créé. Je me précipitai hors de l'atelier. À peine quelques heures plus tard, je tombais très gravement malade, une fièvre maligne qui allait me tenir alité durant de très longs mois. J'avais sans cesse devant les yeux la forme du monstre et je délirais sans fin à son sujet. Je finis par m'en remettre. Le printemps suivant fut divin.
Cela contribua grandement à ma convalescence. C'est au retour d'une promenade dans la montagne que je trouvais une lettre de mon père. Comment, mon cher Victor, m'y prendre pour t'annoncer l'affreux malheur qui nous frappe? William est mort, ton frère, on l'a assassiné. Reviens vite, car toi seul peux nous consoler. Je laissais tomber la lettre sur la table, je me cachais le visage entre mes mains. Je décidai alors de rentrer immédiatement à Genève. Il faisait complètement nuit quand, quelques jours plus tard, j'arrivais aux environs de ma ville. Les portes étaient déjà fermées. En traversant le lac en bateau pour arriver à Plainpalais, je vis des éclairs composer au sommet du Mont Blanc les figures les plus belles. Un orage semblait approcher, les ténèbres devenaient de plus en plus opaques de minute en minute, et tandis que l'orage prenait de la violence, le tonnerre se mit à gronder. Et soudain, je vis dans l'ombre une silhouette surgir d'un bouquet d'arbres non loin de moi. Je restai le regard fixe, tétanisé par cette vision. Il était impossible de me tromper. Un éclair illumina cette apparition et m'en découvrit nettement la forme, sa stature gigantesque, la difformité de son aspect plus hideux que n'en connaît l'humanité, m'indiquèrent immédiatement que j'avais sous les yeux le misérable démon immonde à qui j'avais donné la vie. Cette silhouette me dépassa rapidement, se perdit dans les ténèbres. Nulle créature n'ayant forme humaine n'aurait pu assassiner mon frère, cet admirable enfant. C'était bien lui qui l'avait tué, je n'en pouvais douter. Je pensais poursuivre le démon, mais c'eût été en vain, car un autre éclair me le découvrit s'accrochant aux roches de la montée, presque perpendiculaire du Salève. Il parvint rapidement au sommet et disparut. Les mots me manquent pour traduire l'angoisse que j'éprouvais pendant le restant de la nuit. Il était environ 5 heures du matin lorsque j'entrai chez mon père. Je vis de suite que le chagrin lui avait fortement marqué les traits. Notre maison était devenue désormais la maison du deuil. Au cours des semaines suivantes, c'est dans la solitude que je puisais ma seule consolation, solitude profonde, ténébreuse, proche de la mort. J'étais souvent tenté, lorsque chacun reposait et que tout était en paix, de me jeter dans le lac silencieux et de laisser ces eaux se refermer à jamais sur moi et mes calamités. Je décidai cependant d'aller chercher dans la splendeur des proches vallées alpestres l'oubli de mes chagrins et l'oubli de moi-même. Il était près de midi quand j'arrivai au sommet. Je m'assis sur un rocher dominant la mer de glace.
du côté où je me trouvais, j'avais le Montanvert exactement en face de moi et un lieu environ au-dessus, le sommet du Mont Blanc, dans sa majesté tragique. C'est alors que j'aperçus une silhouette d'un homme qui, à quelque distance, s'avançait vers moi. À une vitesse surhumaine, il franchissait d'un bond les fentes de glace parmi lesquelles je m'étais avancé avec beaucoup de précaution. En outre, à mesure qu'il s'approchait, sa taille semblait dépasser de beaucoup celle d'un homme. Je m'aperçus donc, spectacle effrayant et abhorré, que c'était là le monstre que j'avais créé. J'en tremblais de rage et d'horreur, mais résolu à attendre sa venue et à engager avec lui un corps à corps mortel. Démon, oses-tu donc m'approcher ? Ne crains-tu pas que mon bras se venge cruellement sur ta tête misérable ? Va-t'en, créature, ou plutôt reste, que je te réduise en poussière. Je m'attendais à cet accueil, me répondit le démon, car c'est toi, mon créateur, qui me déteste et me méprise, moi, ta créature, à laquelle tu es pourtant si lié. Maudit, maudit, maudit créateur. Pourquoi m'avoir donné la vie? Et pourquoi n'ai-je à cet instant même étouffer la flamme de vie que vous aviez si inconsidérément allumée en moi? Je suis une créature abandonnée. Je regarde autour de moi, je n'ai sur terre ni parents ni amis. Je suis seul, misérable. Aucun être ne veut frayer avec moi. Seule une femme aussi difforme et hideuse que moi ne refuserait pas de m'accorder son affection. Il faut que cette compagne soit, et en tout point, pareille à moi, qu'elle ait aussi mes défauts. Et vous seul pouvez la créer. L'être se tut, me regarda fixement, attendant visiblement une réponse, mais j'étais déconcerté, perplexe, incapable d'ordonner suffisamment mes pensées pour réaliser pleinement la portée de ce qu'il me demandait. Je refuse. Créer un autre être pareil à vous, vous permettre à tous deux de semer la désolation dans le monde par votre seule méchanceté foncière. Allez-vous-en, jamais je ne consentirai. Vous êtes seul en mesure de le faire, reprit-il. Ce que je vous demande est raisonnable et modéré. Ô mon Créateur, rendez-moi heureux. Donnez-moi l'occasion, pour votre propre bien, d'éprouver envers vous de la gratitude. Il avait réussi à me remuer. Je tremblais en songeant aux conséquences possibles d'un éventuel consentement. Bon, je reconnaissais cependant qu'il y avait du vrai dans ses arguments. Étant son créateur, ne lui devais-je pas des parcelles de bonheur qu'il était en mon pouvoir seul de lui accorder. Si vous consentez, plus jamais ni vous ni aucune créature humaine ne me reverrez, ajouta-t-il. L'amour d'une créature supprimerait la cause même de mes crimes. Et je disparaîtrais, ignoré du monde entier.
Une multitude de pensées se pressaient dans ma tête. J'essayais de les ordonner afin d'en tirer une conclusion. En ignorant sa demande, quel malheur n'attirerais-je pas sur ma chère famille et sur moi-même? Finalement, je décidai, la mort dans l'âme, de permettre au monstre de s'éloigner avec une compagne. Je partis alors dans une île au nord de l'Écosse. 3 années plus tard, je me préparais à donner la vie à un autre être de la même espèce, mais en vérité, c'était une œuvre repoussante à laquelle je m'étais attelé. Au cours de ma première expérience, une sorte d'enthousiasme frénétique m'avait rendu aveugle à l'horreur de ce que j'accomplissais. Mais maintenant, j'avais tout mon sang-froid et souvent, ce que j'avais à faire me soulevait le cœur. Un soir, dans mon laboratoire, des pensées me vinrent qui m'amenèrent à envisager toutes les conséquences possibles de mon œuvre. Avais-je le droit de ne considérer que mon propre intérêt et d'infliger pareille malédiction à des générations futures? J'en tremblais. Et je crus défaillir lorsque, relevant la tête, j'aperçus, éclairé par la lueur blafarde de la lune, le démon qui m'observait à la fenêtre. Je compris que ces traits exprimaient au plus haut degré la malveillance et la traîtrise. Alors, tremblant de passion, je déchirai en lambeaux la chose sur laquelle je travaillais depuis une vie. Le monstre me vit anéantir la créature sur laquelle il avait fondé ses espoirs de bonheur. Il poussa un hurlement diabolique de désespoir et de vengeance, et puis il disparut. C'est donc Jean-François Balmer qui vient de prêter sa belle voix à Victor Frankenstein pour cette interprétation. Jean-François Balmer qui a grandi ici en Suisse, à Valangin, dans le canton de Neuchâtel, et qui a joué dans un nombre incalculable de pièces de théâtre, de films de cinéma et de télévision, ce qui lui a permis d'ailleurs d'incarner plusieurs fois des médecins à travers ses rôles. Merci à vous, Jean-François Balmer, d'être avec nous ce soir. Je vais maintenant demander à Micheline Louis-Courvoisier, vice-rectrice de l'université, de me rejoindre ici. Pour ceux qui ne la connaîtraient pas, la professeure Micheline Louis-Courvoisier est une spécialiste passionnée de l'histoire, en particulier celle du XVIIIe. Vous pouvez venir. Elle a pris la direction de la Maison de l'Histoire en 2013, une aventure intellectuelle et culturelle qui va très très bien à celles qui aiment relier les disciplines, puisque ce n'est pas un hasard si c'est à elle qu'on a confié la mise sur pied du programme de sciences humaines en médecine. Et comme Marie Shelley, elle aime autant aborder les questions scientifiques et médicales que celles de la littérature, de l'art ou les grandes questions qui agitent la société. Et c'est tout ça ensemble qui fait la culture. Micheline Louis-Courvoisier. Monsieur l'ancien conseiller d'État, Mesdames et Messieurs, chers collègues, chers amis, j'aimerais évidemment bien sûr d'abord remercier chaleureusement Jean-François Balmer pour cette lecture magnifique qui nous a permis d'entendre ce texte et non de le lire ou en plus de l'avoir lu. Les facultés de l'esprit en jeu ne sont pas exactement les mêmes dans ces deux exercices. D'autres diraient les régions cérébrales ne sont pas exactement les mêmes, celles qui sont activées. Grâce à vous, nos sens ont été sollicités, ce qui a donné une dimension supplémentaire à la compréhension de ces extraits, compréhension à prendre au premier sens du terme.
C'est bien une diversité de manifestations ambitieuses que Mary Shelley mérite de la part du monde culturel en général et de notre université en particulier. Combien d'œuvres, en effet, ont-elles témoigné d'une telle puissance intellectuelle, puissance qui a fécondé pendant 2 siècles une réflexion toujours vivante, on va en avoir un exemple ce soir bien sûr, mais une puissance aussi qui a inspiré tant d'artistes. Pour propulser ses intuitions, Mary Shelley s'appuie sur les débats et les questions qui ont traversé son temps. Au moment où elle écrit ce livre, depuis une 50aine d'années, philosophes et physiologistes s'interrogeaient sur ce qu'ils appelaient la force vitale, ou encore le fluide vital, ou encore le fluide électrique, un peu plus tard. Les fibres, les particules ou les molécules organiques, selon les auteurs, étaient-elles animées par elles-mêmes ou y avait-il un principe de l'âme ou de l'esprit qui les animait? Telles étaient les questions, parmi les questions, disons, âprement discutées à l'époque. Mary Shelley, en parfaite connaissance de ces débats, les reprend en les inscrivant dans ce qu'elle appelle elle-même ses visions mentales. Elle cherche à préserver la véracité des principes, mais elle innove dans leur association, leur combinaison ou encore leur exposition. Son projet est explicite, à savoir mettre en œuvre, je la cite, des nouvelles ressources intellectuelles inexplorées. Et il est vrai, en tout cas à mes yeux, que ces nouvelles ressources sont clairement favorisées par un dialogue très étroit entre les arts et la science, voire une intrication entre les arts et les sciences. À cet effet, Mary Shelley combine les éléments avérés avec une mise en esthétique qui permet d'ouvrir sur d'autres questions et d'autres perspectives. La fiction lui permet d'esquiver les détails un peu délicats. On ne sait pas en effet quels sont les procédés mis en œuvre par Frankenstein au moment où il communique l'étincelle de la vie. En revanche, l'aspect fictif lui permet d'explorer minutieusement les causes et les effets qui sont liés à ce moment très précis. Ce livre soulève une multitude de questions qui, elles, ne sont pas esquivées du tout, bien au contraire. Celle, bien sûr, de la pulsion créatrice et de ses conséquences, mais celle aussi du passage de l'utopie à la réalité, celle de la manipulation, celle du progrès, évidemment, celle de la monstruosité, celle de la solitude, celle de la discrimination, parmi certaines. J'aimerais bien sûr remercier très, très chaleureusement la Fondation Bodmer et la Fondation Brochet, qui, en partie avec l'université, vont proposer de nombreuses manifestations autour de Frankenstein. Et là aussi, j'insiste là-dessus, en diversifiant les formats et les contenus. Je me réjouis infiniment de ce partenariat stimulant et du magnifique programme que le comité scientifique a élaboré sous l'impulsion des professeurs Reinhorn et Speur. Je vais en finir avec ici. J'aimerais juste encore vous dire qu'en plus de ce programme, la Faculté des Lettres de l'Université organisera un colloque du 7 au 10 décembre sur le thème « Frankenstein, le démiurge des Lumières » et encore qu'un cycle de films sera organisé par le service culturel de l'Université et se déroulera à la salle Arditi aussi en décembre, cette fois du 3 au 19. C'est donc près de 8 mois que nous allons côtoyer cette créature. Je vous souhaite une très belle soirée. Je vais maintenant demander à David Spur de venir prendre la parole. David Spur, il est professeur honoraire au département de langue et de littérature anglaise à l'Université de Genève. Il est l'auteur de nombreux articles et d'essais sur la littérature moderne française et anglaise. Il a aussi été le lauréat du plus prestigieux prix de littérature comparée au monde. Il est spécialiste de James Joyce notamment, mais ce soir, il va nous livrer son regard sur l'œuvre de Mary Shelley, cette fiction qui, depuis 200 ans, nourrit nos fantasmes et qui n'en finit pas de nous parler, de parler à nos fantasmes. David Spur est aussi le commissaire de l'exposition Frankenstein créé des ténèbres, une exposition fantastique présentée à la Fondation Martin Bodmer à Colonie. Merci. Le roman Frankenstein ou le Prométhée moderne fut conçu il y a 200 ans à Genève, au village de Colonie, où Mary Shelley séjournait avec d'autres figures du roman du
mouvement romantique anglais. L'exposition Frankenstein crée des ténèbres à la Fondation Baudemer réunit un grand nombre de documents et œuvres d'art émanant de ce moment devenu mythique dans l'histoire de la littérature. Tous ces objets dispersés dans le monde reviennent pour la première fois à leur lieu d'origine pour la plus importante exposition jamais consacrée à Frankenstein et au thème que le roman évoque. Ça a commencé comme un jeu. En 1816, Mary Godwin, comme elle s'appelait à l'époque, jeune femme de 18 ans, s'installe avec le poète Percy Shelley dans une petite maison au bord du lac Léman pour passer l'été auprès de Lord Byron, qui avait loué la Villa Diodati à Colonie. Un soir pluvieux du mois de juin, Byron propose un concours. Il dit « Chacun d'entre nous va écrire une histoire de fantôme. Ils sont 4, Mary, Percy, Byron et son médecin personnel, John Polidori. Percy Shelley, poète plus que romancier, abandonne vite. Byron, désinvolte, esquisse quelques pages d'un mystérieux fragment d'un roman, alors que Polidori, plus ambitieux, finit par écrire Le Vampire. Mais aucune de ces tentatives n'égale l'originalité de Frankenstein, le roman de Mary Shelley, devenu l'un des œuvres les plus renommées de la littérature mondiale. Ceci par la manière dont il exprime les inquiétudes de la nouvelle époque moderne, inquiétudes face au savoir scientifique, à la technologie et à leur influence sur les conditions de la vie et la mort. Elle n'a pas écrit une histoire de fantôme. Elle a fait quelque chose de beaucoup plus radical. Elle a écrit l'histoire de la création d'un être humain par la science moderne. Frankenstein a gardé sa pertinence au monde actuel. C'est un roman de la souffrance, celle d'une créature errante, à la fois humaine et monstrueuse, sans nom, sans abri et sans compagnon. Un être de nature bienveillante qui, repoussé par la société humaine, trouve sa revanche dans des actes violents et barbares. Nous n'avons pas à chercher loin pour trouver de tels êtres et de tels actes dans le monde de nos jours. Dans le roman, la souffrance est également celle de la science. La science, au début du XIXe siècle, s'est libérée de la conception de la nature comme création divine et s'est enhardie par des avances technologiques comme l'électricité ou la machine à vapeur. Mais la science avance de plus en plus en l'absence de valeurs éthiques. Victor Frankenstein, le Prométhée moderne, prend la place d'un créateur divin qui n'existe plus à ses yeux. Après des jours et des nuits de labeur, il réussit à découvrir la cause de la génération de la vie et devient même capable d'animer la matière inerte. Il pense que si cette possibilité lui est donnée, il pourra, avec le temps, renouveler la vie après la mort. Mary Shelley nous raconte la suite de cette expérience tournée au mal. Le recul du scientifique devant sa créature, la vengeance meurtrière de cette dernière, la vaine poursuite de la créature jusqu'aux fins du monde.
L'auteur de Frankenstein possédait une certaine connaissance de l'état des recherches scientifiques de son jour. Par exemple, les expériences de Benjamin Franklin, qui captait le feu électrique, comme il l'appelait, des nuages grâce à un cerf-volant, remontaient au XVIIIe siècle. Ce phénomène était bien documenté. Dans le roman, Victor Frankenstein étudie l'électricité à Ingolstadt et lorsqu'il anime sa créature, il le fait grâce à l'étincelle de vie qu'on peut assimiler à une charge électrique qu'il insuffle au cadavre qu'il a composé. À la fin du XVIIIe siècle, le physicien Galvani avait observé le principe de l'électricité animale. Il parvenait à déclencher, par un courant électrique, un mouvement convulsif dans les grenouilles mortes. Son disciple Aldini a fait la même expérience sur un cadavre humain. Il s'agissait du corps d'un meurtrier condamné à la mort et pendu à la prison de Newgate, à Londres. Le registre de Newgate nous livre ce récit, et je cite, « La mâchoire du criminel décédé commença à trembler, les muscles attenants furent horriblement crispés, et un œil s'est véritablement ouvert. La main gauche s'éleva et se serra, et les jambes et les cuisses furent mises en mouvement. » Frankenstein, pour sa part, témoigne de l'éveil de sa créature avec les mots suivants. « Je vis s'ouvrir l'œil jaune et terne de cet être, sa respiration pénible commença, et un mouvement convulsif agita ses membres. » Dans la préface de son roman, Mary Shelley raconte que l'événement qui déclencha l'écriture de son histoire fut une conversation qu'elle entendit à la Villa Diodati entre Percy Shelley et Lord Byron. Elle dit « Il fut question de la nature du principe de la vie, de la possibilité qu'il soit un jour découvert et divulgué. Ainsi, les expériences de Frankenstein cherchent à comprendre la nature du changement entre la vie et la mort, jusqu'au moment où le secret de ce principe surgit devant lui comme une lumière. Il arrive à résoudre une question qui, au temps de Mary Shelley, occupait les meilleurs esprits scientifiques. Le chirurgien John Abernathy postula que ce principe de la vie était lié à l'électricité, car si c'est l'électricité qui produit les transformations chimiques dans les objets inanimés, on peut penser que l'électricité est aussi responsable des opérations chimiques dans les corps vivants. Si tel est le contexte scientifique du roman de Mary Shelley, il n'est pas conçu comme une histoire surnaturelle. Au contraire, la préface nous assure que les physiologistes ont donné à entendre que le fait sur lequel se fond le roman, c'est-à-dire l'animation d'un corps composé de membres tirés de plusieurs cadavres, ne relève nullement de l'impossible. Pour nous, cependant, la vérité du roman se trouve ailleurs, dans l'angoisse scientifique dont la création s'avère monstrueuse. En surveillant la destruction dont ils se sont à l'origine, Frankenstein s'écrie, et je cite, « Ô homme, quelle n'est pas ton ignorance au milieu de l'orgueil de ta science ?» Le roman de Frankenstein est souvent qualifié d'œuvre mythique. Selon les anthropologues,
La fonction du mythe est celle de fournir une réponse imaginaire, sous la forme d'un récit, à un conflit fondamental dans la culture. Au début du 19e, cette opposition se faisait entre la conception ancienne d'un monde protégé par la Providence et celle d'un nouveau monde où l'homme est obligé de se créer lui-même dans la politique, dans la société, dans l'éthique, dans la science. La créature de Frankenstein est la figure de cette inquiétude propre à l'homme moderne, livré à lui-même. Dans son enthousiasme initial, Frankenstein s'exclame « Je rêvais à la gloire qui serait la mienne si, bannissant la maladie de l'organisme humain, je parvenais à rendre l'homme invulnérable à tout sauf à une mort violente. » Aujourd'hui, le mouvement dit transhumaniste envisage un futur où la vie d'un individu pourra être prolongée indéfiniment par le remplacement progressif des organes de son corps. Le processus de reproduction humaine est lui aussi de plus en plus sujet à divers contrôles et interventions technologiques. En conséquence de telles applications scientifiques, les idées de ce qui constitue le corps humain, ou même de ce que veut dire être humain, sont modifiées par le chevauchement entre la biologie et la technologie. Il est inévitable que l'érosion de telles conceptions génère de l'anxiété dans l'imaginaire collectif de nos jours. Personne ne met en question les bienfaits de la science moderne, mais face à la perspective de notre extinction par les armes nucléaires ou le réchauffement climatique, on peut penser que la science est à certaines formes de la technologie ce que Frankenstein est à son monstre. La profonde inquiétude qui existe au cœur d'une civilisation dominée par la technologie trouve son expression originale dans le Frankenstein de Mary Shelley. Merci. L'idée de cette série d'événements autour de Frankenstein qui débute ce soir et qui se poursuivra jusqu'à la fin de l'année, vous l'avez conçue avec la complicité de Jean-Daniel Reinhorn, à qui je vais demander de venir. Il préside le comité scientifique du programme Frankenstein aujourd'hui de la Fondation Brochet. Je vais lui demander aussi de venir nous parler. Jean-Daniel Reinhorn, il est médecin, il a enseigné de nombreuses années la santé internationale à l'IHEID. Il a dirigé le Centre d'études et de recherche en action humanitaire ici à Genève. Il est actuellement professeur au Collège d'études mondiales à la Maison des sciences de l'homme à Paris. Et puis tout au long de sa carrière, il s'est intéressé aux inégalités sociales dans le domaine de la santé, des inégalités qui sont toujours plus choquantes à mesure que la technologie offre des nouvelles possibilités. Il a fait quelques interventions médiatiques assez remarquées ces dernières années à propos du thème qui l'occupe particulièrement en ce moment, c'est la marchandisation du corps humain, ce corps que l'on revend en pièces détachées au plus offrant, reins, ovules, utérus, etc. C'est ce qu'il appelle les nouveaux marchés cannibales et dont il vient de faire un ouvrage. Jean-Daniel. Merci Isabelle. Mesdames et messieurs, ce soir, c'est, vous l'avez compris, une première célébration de ce bicentenaire de la naissance du roman de Mary Shelley. Il y en aura d'autres, il y en aura même beaucoup d'autres. Nous allons vous en proposer près d'une vingtaine. Des événements à la fois culturels et scientifiques, des films, de la littérature, des expositions de manuscrits, de l'art contemporain. Pourquoi ? Parce que cette œuvre pose à la fois des questions culturelles et des questions scientifiques. D'abord parce que ce roman est considéré comme l'un des chefs-d'œuvre de la littérature anglaise du début du XIXe siècle,
qu'il a inspiré de nombreux autres artistes dans des domaines très différents de l'art. D'autre part, parce que tout le monde reconnaît que c'est aussi un roman scientifique, en tout cas probablement le premier roman de science-fiction. Et sur le plan de la recherche biomédicale, il est riche de questions que nous allons essayer d'aborder, débat après débat, avec vous. Ce mélange d'événements culturels et scientifiques, c'est aussi le fait que 2 fondations genevoises se sont mises ensemble pour que l'ensemble de ces manifestations soit à la hauteur d'une œuvre devenue universelle. L'une, la Fondation Bodmer à Coligny, que la plupart d'entre vous connaissent, est particulièrement intéressée aux problématiques culturelles. L'autre, la Fondation Brochet à Hermance, bien connue du milieu médical, mais moins du grand public, joue ici un rôle fondamental puisque son objectif, c'est de favoriser la réflexion éthique sur les avancées de la science. Alors, dans quel esprit avons-nous préparé ce programme? Nous nous sommes bien sûr d'abord inspirés du contexte historique et scientifique dans lequel le roman a été écrit. Comme en ce début du XXIe siècle, le début du XIXe siècle est marqué par un bouleversement scientifique qui provoque à la fois l'espoir, mais aussi la crainte, voire d'importantes résistances. Puis, nous avons tenté de décrypter dans le roman de Marie Shelley les questions qui résonnent aujourd'hui dans le domaine de la science et des technologies lorsqu'elles s'adressent à l'être humain. En d'autres termes, nous avons essayé d'exposer la science biomédicale contemporaine au regard incroyablement visionnaire et acéré de cette jeune femme, fille des Lumières, et des ruptures de l'histoire qu'a constituée la Révolution française. Enfin, nous nous sommes intéressés à la psychologie de Victor Frankenstein, cet archétype du chercheur moderne. Car ce roman est à la fois un ouvrage sur la volonté de savoir, les psychanalystes appelleraient ça la pulsion épistémophilique, qui peut aller jusqu'à la transgression des valeurs les plus essentielles. Une volonté de savoir qui, pour certains chercheurs, est égale à une addiction. Un sentiment de toute puissance qui habite parfois le scientifique, mais aussi les tourments de l'âme que peut connaître le scientifique lorsqu'il est mis face aux conséquences potentielles de ses recherches pour la société. Transgresser l'ordre naturel, ai-je dit. Mais n'est-ce pas justement ce que des chercheurs aujourd'hui sont en train de faire dans différents laboratoires du monde? Nous l'avons appris pas plus tard que la semaine dernière, lorsqu'ils font vivre des embryons humains pendant une durée de 13 jours. 13 jours la semaine dernière, 20 jours dans quelques mois, puis 2 mois, et puis finalement, dans quelques années, une grossesse entièrement menée à son terme en dehors de l'utérus maternel. On nous dira à juste raison que cela permettra de mieux connaître les mécanismes intimes de la grossesse. Certes, mais l'ectogénèse, si bien décrite par Aldous Huxley dans Le meilleur des mondes, elle est peut-être pour demain. Il y a donc clairement des raisons de s'inquiéter de ce type de transgression et d'en parler. Fascinant, certes, mais potentiellement grave pour notre avenir, certainement. Pardon, je m'égare parce que je suis déjà entré dans les débats que nous souhaitons avoir avec vous tous. Je reviens donc à notre programme et je relis, comme mes collègues l'ont fait, quelques phrases du roman de Marie Shelley. En particulier, je cherche quelles ont été ses intuitions. Et c'est le premier débat que nous vous proposerons dès la semaine prochaine, dès mercredi prochain, les intuitions de Marie Shelley. Je poursuis. Victor, après des jours et des nuits d'un labeur intensif et épuisant, je perçais le secret de la création et de la vie. J'entrepris alors de créer un être humain.
Nul père ne mériterait la gratitude de son enfant aussi pleinement que moi. Pour tous ceux qui ont côtoyé les pionniers de la procréation médicalement assistée, il y a une vingtaine d'années, un tel langage n'est pas extraordinaire, car pratiquer la fécondation d'un ovocyte par micro-injection d'un spermatozoïde sous le regard d'un microscope, c'est créer la vie. Quant au fait que Victor Frankenstein se nomme le père de sa future créature, on est émerveillé par la modernité d'un terme que l'on trouve par exemple dans la biographie de Robert Edwards, le prix Nobel de médecine, qui est appelé le père de Louise Brown, le premier bébé éprouvette. Là encore, nous allons passer une soirée à Hermance, le 10 juin, à aborder l'ensemble de ces questions. La créature. Vous devez créer une femme pour moi. Elle doit être de la même espèce et présenter les mêmes défauts. Je désire une compagne aussi hideuse que moi. Elle sera de même nature et se contentera d'un régime semblable. De la même espèce, les mêmes défauts, de la même nature. Il est tentant derrière ces mots de mettre des termes qui aujourd'hui sont d'une brûlante actualité. Manipulation génétique, eugénisme ou encore CRISPR-Cas9, vous savez, cette technique que l'on compare à des ciseaux capables de découper votre ADN. Alors, c'est tellement sérieux que nous allons consacrer une journée presque entière, le samedi 11, à Hermance, avec une conférence de Michel Serres et des spécialistes. Pourquoi ne pas vous y inviter ? Je poursuis ma lecture. Je prélevais des ossements dans les charniers. Les salles de dissection et l'abattoir fournissaient nombre de mes matériaux. La petitesse des organes ralentissait considérablement mon travail. Je résolus de réaliser un être de taille gigantesque et d'une largeur proportionnelle. Comment Victor Frankenstein donne-t-il une forme humaine à sa créature? Tout simplement en prélevant des organes, des tissus, des os sur des cadavres et en les introduisant dans le corps qu'il est en train de façonner. Prendre du matériel humain dans un corps, y compris dans celui d'une personne décédée, pour le transplanter dans une autre, on ne peut mieux évoquer les techniques de la transplantation qui sont aujourd'hui réalisées à grande échelle dans le monde entier. Ce que Marie Shelley, par contre, n'avait pas prévu, c'est que plusieurs de ces biotechnologies, en particulier les procréations médicalement assistées, les greffes, font aujourd'hui l'objet d'un commerce florissant, source de profits considérables, au cœur duquel, malgré le serment d'Hippocrate, malheureusement, on trouve les médecins. On peut même parler parfois de véritable trafic, une dérive de la pratique médicale globalisée qui n'est pas sans poser de graves questions, que nous aborderons également lors d'une soirée débat avec la projection du film La fiancée de Frankenstein au Grutli, ce sera le 14 juin. Continuons à parcourir le roman. Je rassemblais autour de moi les instruments de vie afin d'en infuser une étincelle à la chose inerte qui reposait à mes pieds. Si Marie Shelley ne décrit pas en détail la manière dont Victor Frankenstein produit l'étincelle qui va donner la vie à sa créature, elle évoque malgré tout, David Spohr vient de nous le dire, les travaux de Galvani sur l'électricité. Les œuvres cinématographiques, par contre, mais elles ont été faites évidemment un siècle plus tard, ont largement utilisé l'électricité comme source de stimulation du cerveau. Des méthodes, par exemple la stimulation cérébrale profonde, qui sont largement utilisées aujourd'hui pour le traitement de certaines maladies, comme la maladie de Parkinson. Une belle soirée sur le cerveau est prévue, en perspective, au campus Biotech à Sécheron au mois de septembre. Enfin, le roman pose la question de la parentalité. La créature. J'entendis parler de la différence des sexes, de la naissance et de l'éducation des enfants, du dévouement de tous les instants de la mère. Mais où se trouvent mes parents? Nul père n'a veillé sur mon enfance et nulle mère ne m'a prodigué ses sourires et ses caresses. En relisant ces lignes, comment ne pas penser aux questions relatives à la parentalité, soulevées aujourd'hui par les psychanalystes à propos du don anonyme des gamètes,
de la grossesse de substitution, des enfants pour lesquels il faut mobiliser jusqu'à 5 personnes pour qu'ils existent, ou encore le fait d'être un enfant d'un couple de même sexe. Des questions d'une modernité époustouflante qui ne seront pas abordées au cours d'un débat spécifique, mais qui traverseront souvent nos interrogations. Pour conclure cette série de débats, nous serons alors au mois d'octobre, nous ferons appel à un médecin qui a vécu 3 siècles avant Marie Shelley. Comme elle, il a lui aussi été un grand visionnaire. C'est lui, en effet, qui a osé écrire au début du XVIe siècle, c'était il y a 500 années, « Science sans conscience n'est que ruine de l'âme ». François Rabelais, puisque c'est lui, Marie Shelley et tant d'autres nous ont alertés depuis des siècles sur l'importance de la réflexion éthique pour accompagner la recherche. Notre cycle d'événements ne pouvait pas ne pas s'en souvenir. Vous avez donc le programme devant vous, ou si vous ne l'avez pas, il est disponible là-haut. Oui, c'est vrai, il vous faudra parfois aller à Coligny ou à Hermance pour participer à ces débats, mais vu leur actualité, n'est-ce pas une occasion rêvée de découvrir également ces lieux magnifiques? Je vous assure, ça vaudra la peine. Et si vous voulez, vous pourrez aussi repartir avec les ouvrages dédicacés des scientifiques que nous avons invités. Pour ceux qui n'aiment pas trop la science ou qui préfèrent la culture, le cinéma ou la littérature, il y a parallèlement de nombreuses occasions d'en profiter. Car j'ai surtout parlé ici d'abord des aspects scientifiques. Pour ça, il vous suffit de regarder le programme ou d'ouvrir votre ordinateur à www.frankenstein.ch. Tiens, voilà une invention dont Marie Shelley n'a pas eu l'intuition. Bon, je m'égare de nouveau. Alors, au plaisir de vous retrouver bientôt et merci pour votre attention. Et nous arrivons maintenant à la partie débat, discussion, échange de cette soirée sur la responsabilité du savant face à la science. Une discussion entre 2 grands de leur domaine, Didier Sicard et Denis Duboul, à qui je vais demander de venir s'asseoir ici. Didier Sicard est médecin-philosophe ou philosophe-médecin, comme on veut. Il a présidé le Comité national d'éthique français pendant 10 ans. Il sait comme personne vulgariser les questions qui se posent à la société à mesure que les technologies biomédicales se développent, avec un vrai discours philosophique, anthropologique sur ce qui est en train de nous arriver, un discours qui nous remue et qui nous fait du bien. Denis Duboul, lui, est généticien, il est professeur à l'Université de Genève et à l'EPFL. On peut dire qu'il est en quelque sorte une rockstar parmi ses étudiants et ses pairs. Il est lui aussi très sollicité par les médias parce qu'il a ce don rare de rendre la complexité accessible à tous, parce qu'il n'a pas peur de débattre et de malaxer les idées. Il est lui aussi un de ces penseurs dont la vie compte. Didier Sicard, pour commencer, on va vous passer un micro. On s'installe. Installez-vous, vous avez raison, on est bien dans ces canapés. Didier Sicard, si vous êtes d'accord pour commencer, dites-nous un peu, à vos yeux, quelle est l'actualité en fait, de l'histoire du docteur Frankenstein aujourd'hui? Actualité étrangement considérable et de plus en plus considérable à mesure que le temps passe. Comme si, au fond, le 19e siècle était un siècle extrêmement calme et que le 21e commence dans une étonnante turbulence, mais une turbulence qui fascine. Et je suis frappé de voir Jean-Daniel Reinhorn parler du marché. Comment, par exemple, les grands fournisseurs de réseaux sociaux dans le monde, Amazon, Google, Apple, se lancent à corps perdu dans cette nouvelle médecine, cette médecine qui est destinée à transformer l'humain pour le meilleur et pour le pire, mais avec un intérêt commercial qui est évident parce que le but scientifique est tout à fait articulé à des royalties et le nombre de milliards de dollars n'a jamais été dans l'humanité autant disponible pour ces tentatives nouvelles. Ce qui me frappe en quelques minutes dans l'univers du rapport de la science médicale à l'homme,
c'est le concept de fragmentation. Fragmentation des organes, et chacun d'entre nous a le sentiment que son foie doit être confié à un hépatologue, que ses oreilles à un ORL, son cœur à un cardiologue, etc., mais pas tellement confié à un spécialiste que la façon dont la technique médicale s'introduit dans l'humain fait que l'humain occidental du XXIe siècle parle de son écho, non pas de son foie, il parle de son scanner, non pas de son cerveau, il parle de son IRM vertébral ou de son IRM du genou. Et peu à peu, la vérité que la médecine donne à chacun de ses organes s'impose à lui. Et cette fragmentation finit par avoir des conséquences que j'interroge. Je ne suis pas certain du tout, mais que j'interroge sur cette rupture de l'unité du corps. Parce que depuis le début de l'humanité, l'humain cherche en lui-même son rapport à l'existence, son rapport à la transcendance, et il mobilise toutes ses ressources pour être un, pour être unique, et non pas être fragmenté. Et cette fragmentation se retrouve dans la science génétique, dont je ne suis pas un spécialiste, et je la regarde comme un béotien, avec un regard aussi gourmand que quelquefois un peu ironique, et on aura le temps d'en reparler. Mais je suis frappé de voir que même la science génétique, dont on aurait pu penser qu'elle était capable d'avoir une autocritique permanente sur elle-même, finit par être fascinée par ses propres résultats. Et Jean-Daniel parlait du CRISPR-Cas9, c'était une nouvelle technique de découpage des gènes. C'est ciseaux à ADN, comme on dit. Mais il est tout de même très frappant de voir que le génome comme une carte, la cartographie génétique, cartographie du génome, me paraît d'une naïveté extrême. Alors, je suis un peu provoquant, mais je suis frappé de voir que, au fond, les gènes sont une mouvance les uns par rapport aux autres, par rapport aux protéines qu'ils vont susciter, par rapport à l'environnement, et ce qu'on appelle l'épigénétique, c'est-à-dire qu'en fonction de l'environnement, du climat qui change, des populations qui migrent de la campagne vers la ville, eh bien les gènes changent. Les Bantous, les Pygmées qui ont les mêmes gènes, en fonction de leur transfert de la jungle vers la cité, ont des gènes identiques dont les capacités de sécrétion des protéines diffèrent. Autrement dit, cette idée que le nanomonde peut être en rapport avec cette fragmentation des organes dans leur ensemble me paraît être une étonnante naïveté, comme si on allait découvrir que la mosaïque, au fond, la capacité de chercher le puzzle de l'humain allait nous faire découvrir un sens de l'humain. Et puis enfin, brève réflexion, cet concept de transhumanisme qui est un concept que je n'arrive pas à le considérer comme sérieux. C'est un concept commercial, c'est un concept accrocheur, c'est un concept qui fait vendre des films et qui fait marcher des actionnaires fascinés par l'échange neurones-machines. Oublie une chose, la seule chose, et que la science, au fond, dans sa richesse et dans son invention permanente, est capable de contrecarrer ce que la science précédente, peut-être dans sa fixité, apportait. On sait, et je trouve que c'est le miracle du XXIe siècle, on sait que les neurones qu'on avait à 6h30 ce soir ne sont pas les mêmes que ceux qu'on aura à 10h du soir, que les cellules souches des neurones sont en perpétuelle évolution, et que des neurones, on n'est pas figé dans un nombre de 100 milliards de neurones, mais les neurones sont en recherche permanente. Exactement comme un muscle est alimenté par la gymnastique, par le sport,
et le cœur aussi par un petit peu le corps, le mouvement. Les neurones, qu'est-ce qui anime notre système mental? C'est d'être en rapport avec l'ensemble du corps, comme si c'était le cerveau qui allait unir le corps, mais en même temps d'être animé comme machinerie par le désir, la curiosité. Les neurones, on s'aperçoit qu'ils sont à la recherche de nouvelles connexions. Et peut-être ce qui me paraît le plus fort dans cette recherche contemporaine, c'est les capacités d'un cerveau qui lui-même cherche dans l'inattendu, le désir, la curiosité, la source de son existence. Et que quand on voit comment les stimulations, quand on voit comment les réseaux sociaux, comment notre vie confrontée à des téléphones portables, comme chacun d'entre vous, je les utilise et j'en bénéficie, et que c'est très bien. Je ne critique pas, bien sûr, tous ces appareils, mais leur usage, invétéré, leur usage, fait de l'être humain une hétéronomie par rapport, au fond, à ces réseaux, et qui finit par épuiser le sentiment du désir des neurones en leur donnant le sentiment du plaisir d'être relié. Mais le neurone du cerveau, il cherche l'amour, il cherche l'autre, il cherche désespérément à se connecter, à trouver ce qui n'a jamais été fait jusqu'ici, et que peut-être notre culture contemporaine donne au cerveau un leurre, le leurre que le désir n'a pas besoin d'être à la source du plaisir, que le plaisir peut être donné. Et dans cette fragmentation des organes, fragmentation du gène, réparation de l'humain, performance de l'humain, dans cette recherche d'un cerveau qui serait un organe que l'on pourrait stimuler, lui donner des possibilités, en oubliant que le plus est en même temps facteur de moins, et que quand on augmente la mémoire sans jouer sur l'oubli, eh bien, on rend cette mémoire totalement inefficace. Au fond, comment arriver à ce que l'humain redécouvre non seulement, non pas son absence de puissance, mais l'inquiétude éthique, c'est la découverte de sa vulnérabilité, de sa, non pas de sa faiblesse, mais le sentiment qu'il n'aura jamais accès à un perfectionnement qui le dépasse. Et je trouve que Mary Shelley, et je termine, avait cette capacité de montrer la détresse de celui qui est créé, la détresse des greffes de visage. Quand j'ai pu voir une des personnes qui ne supporte plus le visage qui lui a été greffé, la détresse des sourds greffés par des prothèses cérébrales, dont certains sont ravis à la naissance parce qu'ils n'ont jamais connu autre chose, mais ceux qui ont le sentiment que leur audition est totalement artificielle. Et je suis frappé de voir comment, au fond, revenir au fait que les sourds voient mieux que les voyants, que les aveugles entendent mieux que les sourds, et donc que les aveugles entendent mieux que ceux qui entendent bien. Et donc il y a une sorte de compensation permanente du corps. Le corps, par son unité permanente, par ce mouvement qui fait qu'un gène est en relation permanente avec des centaines d'autres gènes, et qu'à part quelques exceptions, dont la génétique fait son miel, parce qu'effectivement, il y a des maladies génétiques extraordinairement simples, mais la plupart des maladies génétiques sont d'une confusion, avec la surprise de voir que quand les Chinois se lancent dans des enfants fabriqués, et des embryons, et qui voient que cet embryon dont on pouvait penser qu'il était animé par tel ou tel gène, eh bien, le corps répond de façon opposée à ce qui était prévu. Autrement dit, ce qui me semble étrange, et je termine vraiment là, c'est la naïveté.
la naïveté de la science. On pourrait imaginer que le paradoxe, on aurait pu penser que plus la science progresse, plus elle serait devenue humble. Eh bien, je trouve qu'elle est devenue de plus en plus orgueilleuse, et c'est cet orgueil qui me fait penser que c'est un orgueil d'une grande naïveté. Merci. Vous pouvez garder le micro, Là, on a fait tout un panorama de thèmes sur lesquels, j'espère, on aura le temps de revenir. Mais pour revenir à Marie Shelley, à cette mythologie, à cette fascination qu'on avait à l'époque vis-à-vis de l'électricité, qu'on tenait pour la source du mystère du vivant, est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que le mythe de la force vitale, c'est justement le mythe de l'origine de la vie, ce sont les gènes de Denis Duboul? Écoutez, il y a beaucoup de choses à dire sur ce que je viens d'entendre. Hein. Je dois dire que je ne m'attendais pas du tout à entendre un discours de cette sorte pour célébrer une femme aussi moderne et aussi visionnaire que Mary Shelley. Qui n'avait que 19 ans quand elle a écrit. Qui n'avait que 19 ans, une femme très libre, en fait. Mais ce que je voulais dire, d'abord, juste, je voulais apporter une petite précision sur ce qu'a dit M. Reinhorn. C'est sur ce malentendu qu'il y a à l'usage du mot « créer ». On voit une injection d'un spermatozoïde dans un oocyte et vous avez dit on crée la vie. Non, on ne crée pas la vie. Le spermatozoïde est une entité vivante, l'oocyte est une entité vivante. L'injection d'un spermatozoïde dans une oocyte ne fait que répéter ce qui se passe de façon extrêmement naturelle au niveau des trompes. C'est tout. Et je pense que cela procède de ce procès d'intention permanent que font certaines personnes à la science en utilisant cette référence constante à la création, ce qui fait que les scientifiques passent pour des gens qui veulent se substituer à, etc. etc. Et je voulais mentionner ça. Ouais, mais d'ailleurs, juste une précision, est-ce qu'on est capable aujourd'hui de créer du vivant à partir de la matière inerte? Non. La bactérie artificielle on est incapable de créer du vivant, on est capable de créer un génome, mais ce génome en lui-même n'a pas de valeur, il faut pouvoir le réintroduire dans une coque qui, elle, est une coque vivante. Mais ce que je voulais dire... Mais donc c'est ça, on n'est pas capable aujourd'hui, 200 ans après cette histoire, de créer du vivant. Dans sa préface en 1831, donc la préface c'est une édition suivante, Mary Shelley écrit « Chaque chose doit avoir un commencement, et ce commencement doit être lié à quelque chose l'ayant précédé. » En fait, elle est très claire sur ce terme de création. Elle se rend parfaitement compte que Victor Frankenstein n'est pas un créateur, c'est un assembleur. Il prend des morceaux, il les met ensemble par le miracle d'un arc électrique. Alors on en revient sur ce morcellement du corps, qui est le point essentiel sur lequel je voulais revenir. Effectivement, c'est une idée qu'on a héritée des Lumières, en fait, par laquelle notre corps serait un assemblage de parties relativement indépendantes. Et donc, par conséquent, il suffirait de les remettre en place et puis de donner un pulse pour que cela reparte. C'est une vue qui a été renforcée de façon dramatique à la fin du XIXe siècle par la théorie de l'évolution. Darwin arrive et dit « Chaque partie de notre corps peut en fait évoluer de façon pratiquement indépendante. » Si l'on laisse quelqu'un dans une pénombre suffisamment longtemps, quelques centaines de milliers d'années, ses yeux vont évoluer, vont perdre, etc., etc. Cette vision en puzzle, cette vision morcelée du corps, aujourd'hui, elle est encore renforcée par tous ces problèmes de grève. Je lisais encore il y a 3-4 jours, une équipe chinoise qui était très fière d'avoir pu greffer quelque chose comme 1000 têtes de souris pour préparer des greffes de tête chez les humains. Alors évidemment, ça c'est quelque chose qui est extrêmement actuel lorsque l'on parle, ce qui est le cas actuellement en Suisse, lorsque l'on débat sur les problèmes de la procréation médicalement assistée et du diagnostic préimplantatoire, puisque l'idée même du bébé à la carte implique un corps morcelé. Malheureusement, il y a une vingtaine d'années, principalement suite au séquençage du génome humain, les généticiens se sont aperçus que ce n'était pas du tout le cas. Si effectivement les parties du corps
peuvent sembler relativement indépendantes chez l'adulte, si l'on regarde un bras, une jambe. Si l'on regarde leur construction, on s'aperçoit qu'en fait, elles sont toutes construites sur des schémas relativement identiques. Et c'est pour cela, ce que disait M. Sicard, je suis entièrement d'accord sur ce point-là, c'est pour cela qu'il est extrêmement difficile de modifier un génome à la conception sans avoir des effets qui vont se répercuter sur des systèmes multiples. Et en fait, c'est très intéressant de voir chaque fois que l'on parle d'eugénisme, de transhumanisme, de modification des gènes, de CRISPR, etc., lorsqu'on demande est-ce qu'il y a les exemples, on va dire, bon, on va pouvoir choisir la couleur des yeux, ah, c'est bien, ou la couleur des cheveux, ben, c'est bien, et puis la couleur des yeux, et puis peut-être la couleur des cheveux, puis la couleur des yeux, parce qu'en fait, les exemples que l'on a de possibilités de modification monogénique sont extrêmement rares. C'est extrêmement rare. Mais c'est le discours que les gens veulent entendre. C'est le discours que les gens... lesquels... Bon, j'aimerais bien avoir un gène de fluorescence comme les méduses. C'est possible. C'est possible maintenant? Ça peut se faire. Le deuxième point que j'aimerais mentionner à cet égard, c'est que lorsqu'on parle de modification génétique visant à un transhumanisme, peu importe, il ne faut surtout pas confondre les modifications qui visent à la correction ou des modifications qui visent à ce qu'on pourrait appeler l'amélioration, entre guillemets. Ce sont des choses qui sont totalement différentes. Alors on peut discuter de l'une ou de l'autre. Mais comme vous disiez, c'est un continuum. En général, c'est par le handicap que l'amélioration de l'humain arrive. On dit, bah voilà, on va lui remplacer un cœur défaillant, et puis si on peut lui mettre un cœur artificiel plus performant que ce pauvre cœur biologique défaillant, pourquoi pas? Et puis, petit à petit, on ne va pas créer un être transformé de novo comme dans l'histoire de Frankenstein. Ça se fait déjà petit à petit à travers ce que vous dites, ce qui sont des réparations au fond de la biologie défaillante. Alors, je pense que pour passer sur un transhumanisme, un homme nouveau, il faudrait pouvoir provoquer ce qu'on appelle en science une propriété émergente, c'est-à-dire un peu l'équivalent d'une intelligence artificielle en informatique, mais dans un système vivant. C'est quelque chose aujourd'hui qu'on ne sait absolument pas faire, mais le but, pour autant que ce soit un but, là je parle en tant que généticien, le but serait de produire un organisme vivant qui nous donne des surprises, à propos duquel on ne puisse pas anticiper les résultats. Et je pense que c'est la réaction qui fait que Victor Frankenstein décide de ne pas produire cette compagne au monstre, puisqu'il n'arrive pas vraiment à anticiper le résultat. Est-ce que ce n'est pas parce qu'il a peur qu'il se reproduise, ce monstre? Oui, c'est ça. Mais la reproduction implique la notion de hasard, alors que la modification, la correction n'implique pas la notion de hasard. Lorsqu'on a une reproduction, on introduit le hasard. Oui, mais quand on commence à faire des essais d'enfants, en introduisant par la nouvelle technique, en introduisant des gènes de résistance, comme les Chinois viennent de le faire, au sida. On peut imaginer donc qu'on se lance dans des essais d'humains réputés résistants à ce virus. Alors que, si on revient à Darwin, on s'aperçoit que les personnes résistantes au virus qui existent actuellement, peu nombreuses, mais il y en a, je sais pas, 1 sur 10 000, ont d'autres gènes qui peuvent éventuellement être délétères en fonction du monde qui va venir. Donc l'idée, au fond, d'apporter une modification génétique à un problème contemporain méconnaît le fait que tout déplacement d'un gène peut avoir, et ce que vous disiez, des conséquences inattendues. Donc au fond, c'est le sentiment que un peu le bricolage de l'humain se considère toujours comme un jeu de Lego. Or, vous êtes le premier à dire qu'il y a une sorte d'extraordinaire naïveté de considérer que le déplacement d'un gène ne touche que celui-ci.
Non, mais là encore, je pense que vous faites la confusion entre une réparation et une augmentation, l'introduction de matériel supplémentaire qui viserait à rendre un organisme biologique plus ci, plus ça, plus performant, meilleur. Dans le cas de la résistance au virus du sida, on n'est pas dans cette situation. On est dans une situation où, parmi des milliers de gens qui sont infectés par le virus du sida, il y en a quelques-uns qui ne développent pas la maladie. Si l'on arrivait à trouver quelle est la variance, le variant génétique qui donne cette résistance au virus, c'est un gène qui existe chez l'individu. Il s'agirait donc juste de le modifier de la même façon qu'il est modifié chez la personne qui résiste au virus du sida. Donc on est là. Mais donc vous faites des surhumains, vous permettez à une partie des individus qui en bénéficient d'avoir un avantage sur les autres. Non mais, premièrement, vous dites vous faites... moi, je ne prends pas position. Non, mais si on fait ça, je vous explique de quoi il s'agit. Mais donc, on peut imaginer un tas de situations de ce genre où il ne s'agit pas d'essayer de produire un sur quelque chose, mais d'essayer de corriger un défaut. Il faut encore définir la notion de défaut en génétique, mais de corriger une faute d'orthographe qui rend la phrase moins lisible qu'elle ne l'est normalement. C'est ça, c'est une syntaxe, le génome. Hein. C'est donc d'aller corriger une faute d'orthographe. Et ce système CRISPR-Cas9, qui est un nom extrêmement compliqué, ne sert qu'à ça. Avant, quand on voulait corriger une simple faute d'orthographe sur une page, il fallait tout arracher, réécrire toute la page, ça prenait beaucoup de temps. Aujourd'hui, on dispose d'une gomme pour aller exactement remplacer ce signe qui, malheureusement, n'est pas le signe correct. Mais cette simplicité, c'est ça le danger. D'une façon éthique, je termine là-dessus, je pense que ça apporte quelque chose d'extraordinairement utile, dans le sens où on n'est plus dans une vue d'élimination d'embryons qui seraient atteints par une maladie X ou Y, ce qui pose problème à beaucoup de... ne pose pas vraiment à moi, mais qui pose problème à beaucoup de gens que je respecte, puisqu'on serait dans un cas de figure de réparation. Donc on ne serait plus dans la situation de dire à un couple, écoutez, nous allons éliminer ces embryons parce qu'ils sont atteints, mais dans la situation de dire à un couple, écoutez, nous allons réparer cette erreur et nous pourrons vous retransplanter ces embryons. Oui, mais cette technologie, parce qu'elle est simple, justement, elle devient dangereuse pour l'humanité parce qu'elle peut être utilisée par n'importe qui très facilement, en dehors de tout contrôle sociétal, démocratique, Je crois légal. qu'on est au cœur du débat. Et vous avez utilisé, à juste titre, le terme d'écriture. Parce que la génétique devient, au fond, fascinée par l'écriture, copier-coller. Mais quand vous changez dans un texte, dans un poème, le temps d'un verbe, vous changez totalement le sens. Et donc l'idée que changer, réparer une pièce n'a pas de conséquences sur un aspect totalement inattendu, parce que, au fond, c'est notre aspect, je dirais pas scientiste, mais toujours de penser que ce qu'on a découvert est limité à ce qui est découvert, alors qu'un gène, il est en même temps un existant, une création, il est une observation scientifique, et en même temps une fiction dans la mesure où on croit qu'il est totalement indépendant. C'est ce lien. Je pense que vous confondez une fois de plus un changement et une réparation. On ne parle pas de changer un verbe, on parle de réparer une faute d'orthographe. Vous ne trouverez rien dans la littérature actuellement sur le CRISPR-Cas9, il n'y a pas d'expérience en cours qui vise à utiliser cette technologie pour faire du sur quelque chose, en particulier chez l'embryon humain, ce qui est totalement interdit. Mais vous savez bien que tout ce qui est possible, on va finir par le faire. Mais non, alors écoutez, je suis prêt à discuter de ça avec plaisir. Je pense que contrairement à ce que les gens disent, tout ce qui est possible n'est pas fait. En particulier en sciences de la vie, je vous rappelle par exemple qu'on sait fabriquer des vrais jumeaux depuis le début des bébés éprouvettes, depuis la fin des années 70, fin des années 60, 70. On sait très bien séparer un œuf à 2 cellules pour en faire 2 vrais, des clones qu'on pourrait congeler, réimplanter la fille dans sa mère, etc.
Tout ça, on sait le faire depuis 50 ans et à ma connaissance, ça n'a pas encore été fait. Parce que le public ne le sait pas. Sinon, Alors, il y aura de la demande. Si le public ne le sait pas, ça pose une autre question qui est tout aussi intéressante, qui est « et si on le faisait, est-ce que ça se remarquerait ?» Mais ça, c'est un autre problème. Mais, donc, on pourrait discuter toutes ces questions-là longtemps. Moi, j'aimerais bien aborder une autre question avec vous deux, qui est celle des nouveaux mythes. Est-ce qu'au fond, le mythe de la génétique, il n'est pas déjà dépassé par celle des neurosciences et par celle de l'intelligence artificielle? Au fond, cette créature de Frankenstein, ou ce monstre qui nous fait peur depuis 200 ans, qui alimente cette mythologie depuis 200 ans, on le voit effectivement comme une créature vivante. Et est-ce que le monstre qui pourrait nous anéantir, se retourner contre nous, nous haïr pour l'avoir créé, est-ce qu'il ne viendrait pas plutôt du côté de l'intelligence artificielle, qu'on appelle d'ailleurs même plus artificielle, on appelle ça cognitive intelligence? Je pense à Watson, ce super ordinateur d'IBM qui crée ses propres algorithmes d'apprentissage et qui est en train de devenir une super intelligence dont on ne sait pas très bien quoi dire si elle est vraiment encore si artificielle que ça. Didier Sicard. J'ai l'intuition que l'intelligence artificielle, et on retombe à mon avis dans la génétique, a comme limite l'existant. Et qu'à partir du moment où on est devant un monde où chaque élément a une conséquence sur l'élément qui est à côté. C'est-à-dire, si on suit l'idée que les neurones sont créés par des cellules souches de façon absolument permanente et ont une capacité de connexion dendritique qui est à la source de la créativité. Et que ce désir, comment arriver à le mettre dans un logarithme? Peut-être que l'émotion, peut-être que le désir de transcendance, le désir de vivre, ne peut pas être mis dans des formules mathématiques. Les formules mathématiques, elles sont là pour tout de même mettre en relation des éléments qui ont un minimum de stabilité. Si A est instable et que B est instable, comment est-ce que le passage de A à B peut être relativement stable? Donc, je pense que le jeu de Go auquel on a assisté me paraît être le sommet sommet en 2016, ça sera la base en 2043, mais le sommet de ce que la science mathématique, les ordinateurs peuvent arriver à concevoir comme possibilité infinie qui s'ouvre dans un territoire comme passage d'un point à un autre. Mais comment peuvent-ils prendre en compte l'inconnu du hasard qui fait que le désir, c'est la rencontre de l'autre, la rencontre d'une image, la rencontre... Comment peut-on prévoir qu'un être humain est une sorte de désir à l'état... il est soutenu par un corps, il est soutenu par des organes, mais il est en situation d'instabilité. Si l'être humain n'avait pas été d'emblée fondé sur le désir, il n'y aurait pas eu d'humanité. L'humanité n'existe que par ce que disait au fond Monod, le hasard et la nécessité, c'est-à-dire cette espèce de mélange de hasard qui fait que la prévision du hasard, tout de même, rencontre des limites. Oui, mais si l'intelligence artificielle réalise que sa seule vulnérabilité, c'est l'existence de l'humain qui peut retirer la prise, alors la créature de l'humain va se retourner contre lui, comme dans l'histoire de Frankenstein. L'intelligence artificielle pourrait un jour se dire que son seul problème, c'est l'humain et l'humanité, et l'écraser comme on l'a fait avec ceux qui nous ont précédés, qui étaient plus faibles que nous ou qui avaient des technologies moins avancées. Comme dans 2001, Odyssée de l'espace, où l'ordinateur refuse d'ouvrir la porte. Ouais. Mais il est programmé, effectivement, il n'éprouve pas une émotion, il a été programmé pour, dans des circonstances X, refuser d'ouvrir la porte. Mais c'est ce qui le rend monstrueux, justement. Il le rend monstrueux, mais je
je n'arrive pas à imaginer que la puissance mathématique arrive à faire un être dont la prévision de comportement ne soit pas justement prévisible. J'imagine mal qu'une intelligence artificielle puisse échapper à la créativité neuronale humaine. Parce que le cerveau, ce ne sont pas des neurones qui, simplement, comme au fond l'homme neuronal, où on passe d'un acide qui va mettre en jeu des dendrites et une fonction de pensée. Le mystère de l'humain, c'est pas c'est pas une pensée complètement, ça n'a pas le rapport avec la religion, pas forcément un rapport avec Dieu, mais c'est que le mystère de l'humain, c'est qu'il est, je pense, animé d'une pulsion de vie qui, je ne peux pas penser, puisse être réductible à des formules chimiques. Denis Duboul, vous êtes d'accord avec ça, ou vous pensez que l'aventure de l'humanité pourrait s'arrêter avec le départ de l'aventure de l'intelligence artificielle? Je pense que nos propriétés les plus intrinsèques et les plus intimes répondent à des signaux chimiques. Donc sur ce point-là, je suis pas évidemment, on ne peut pas être d'accord avec M. Sicard, mais pour l'intelligence artificielle, je pense qu'il faut essayer de se projeter un peu sur l'avenir, sur les ordinateurs basés sur des réseaux neuronaux, où on sortira une partie des neurones pour... Bon, on verra. C'est exactement la définition de ces propriétés émergentes, hein, de pouvoir mettre en place des systèmes dont on ne peut pas anticiper le résultat. Alors, des systèmes vivants dont on ne peut pas anticiper le résultat, c'est un problème qui est encore extrêmement complexe, mais on pourrait par exemple imaginer synthétiser une bactérie, puisqu'on sait le faire aujourd'hui, synthétiser l'ADN d'une bactérie d'une façon peut-être presque aléatoire, avec évidemment les quelques gènes dont on sait qu'ils sont absolument essentiels, mais le reste de façon un peu aléatoire, et puis de mettre ces bactéries en contact avec d'autres bactéries synthétisées de façon un peu aléatoire, et de voir si par transfert de gènes horizontaux, des choses comme ça, soudainement, une forme pourrait apparaître qui ait des propriétés émergentes telles qu'elles soient d'un intérêt. Alors après, on peut passer à des échelons supérieurs. Maintenant, gonfler un cerveau avec des cellules souches, c'est le transhumanisme neuronal, hein, c'est une nouveauté, ça vient de sortir. Là encore, on a évidemment des problèmes qui sont toujours inhérents à cet état d'équilibre génétique que notre corps représente, à ce marché qu'on a constamment entre ce que l'on aimerait faire et ce que l'on peut faire. C'est un jeu des possibles, notre corps, en fait. Injecter, par exemple, quelques milliards de neurones supplémentaires dans un cerveau, des endroits particuliers, des cellules souches, nous donnerait vraisemblablement des capacités très très supérieures à celles que nous avons aujourd'hui, mais nous coûterait une énergie folle, puisque, comme vous le savez, le cerveau il est gourmand. Est extraordinairement gourmand en énergie, ce qui réduirait d'autres capacités. Donc on est toujours dans un état d'équilibre qui fait que tous ces fantasmes sur le transhumanisme, tous ces fantasmes qu'on entend constamment, de plus en plus maintenant, hein, sur l'eugénisme, etc., me font souvent bondir, je dois dire, et me font penser que les gens manquent vraiment d'informations. Mais justement, je pense que nous sommes d'accord. C'est-à-dire que les cellules souches des neurones dont on pensait qu'ils n'existaient pas, puisque les neurones étaient les mêmes à la naissance et à la mort. Ces cellules souches qui sont porteuses du même appareil génétique que les cellules de la peau, enfin, qui sont... Recevoir des cellules souches cérébrales d'un fœtus, comme on l'a fait il y a 10 ou 15 ans, paraît étrangement déconnecté des possibilités que l'on découvre sur ce qu'est un cerveau. Un cerveau n'est pas un importateur de prothèses, un importateur de neurones étrangers. Et on le voit très bien. Moi, j'avais rencontré le professeur Benabid à Grenoble.
j'étais frappé de effectivement, en termes de guérison, de réparation des Parkinson, c'était stupéfiant comment des gens qui tremblaient et qui ne pouvaient plus marcher, stimulés par les stimulateurs électriques, ne tremblaient plus, ils pouvaient marcher. C'était très stupéfiant, vraiment. Et puis quand on est passé au traitement des troubles obsessionnels compulsifs, des gens qui ne peuvent absolument pas faire un geste sans se laver les mains, ne pas marcher sans toucher tel ou tel objet, ce qui est une paralysie de l'existence, était amélioré de façon très stupéfiante par ces stimulations. Et puis on est passé à la dépression, et puis maintenant éventuellement à d'autres pathologies psychotiques. On oublie que les personnes qui ont leur Parkinson, qui ont leur trouble obsessionnel compulsif, qui ont leurs électrodes cérébrales avec un petit boîtier et qui peuvent mettre en route la stimulation, parce que la stimulation ne peut pas être permanente, découvrent une souffrance inattendue, la souffrance de la guérison. Et donc, on ne peut pas élargir en disant, parce qu'effectivement, l'être humain qui est guéri d'une pathologie insupportable a une reconnaissance infinie en la médecine. Mais l'idée qu'on pourrait désormais, par des stimulations, des importations de cellules souches, non seulement réparer, mais effectivement, c'est très différent, augmenter l'homme, méconnaît que l'hétéronomie de se sentir dépendant d'un médicament, c'est une addiction, dépendant de l'alcool, dépendant du tabac, dépendant d'une prothèse, dépendant de la stimulation, peut être à un moment donné une extraordinaire souffrance. C'est ce que raconte Frankenstein d'ailleurs. Et que cette souffrance, doublée du fait que, au fond, le sentiment de l'héritage d'un humain qui, au XXIe siècle, se sent, au fond, à l'aube d'une nouvelle existence, regardant avec une certaine condescendance les gènes dont il a hérité. Alors je pense là, on est dans le mythe, hein, on n'est pas du tout dans la science que vous faites, mais se disant à la limite, mais pourquoi tu pouvais me donner, tu pouvais changer mes gènes, tu pouvais me donner un autre caractère, et tu ne l'as pas fait. Donc comme si l'humain découvrait son autoproduction, ne finisse pas par créer une grande souffrance. On voit toujours, au fond, la réparation comme un bénéfice. On la voit toujours comme une sorte de progrès. Et comme si l'homme oubliait que la vraie réparation de sa souffrance... j'ai rencontré beaucoup d'infirmes moteurs cérébraux qui me disaient que leur plus grande souffrance est le regard que l'humanité porte sur eux, mais que leur bonheur de vivre était comparable au celui que j'avais. Et donc... Mais Frankenstein, au fond, sa créature lui en veut parce qu'il n'est pas bien réussi. Oui. Il est devenu... sa vie est inhumaine parce qu'il est en marge des autres. Et au fond, Denis Duboul, il se peut qu'on ne réussisse pas à faire l'objectif qui est la manipulation, la transformation ou la création d'un être amélioré, transformé. Non, mais bien sûr, mais je ne comprends pas cette présupposition de la souffrance. La souffrance actuelle, elle est chez les patients, elle n'est pas chez les gens qui pourraient éventuellement, dans 20 ans, avoir un problème. Oui, mais la souffrance, elle peut venir de n'être que ce qu'on est dans un monde où les autres sont améliorés. Je pense qu'on pourrait retourner l'argument et dire qu'avec le développement de ces technologies d'édition du génome, il se pourrait très bien que dans 15-20 ans, des gens reprochent de ne pas avoir fait cette correction. Puisque c'était faisable, pourquoi ne me l'a-t-on pas faite? Pourquoi m'a-t-on imposé de vivre ce handicap alors que j'aurais pu très facilement me faire corriger? On ne peut pas l'exclure non plus. Oui, mais en fait, c'est très difficile à accepter l'idée que la bienfaisance que la médecine propose se retourne en insupportable. Il y a quelque chose qui fait basculer.
au fond, la finalité de la médecine... Oui, mais comme ce n'est pas prédictible à l'avance, alors que faire? Non, mais vous disiez c'est dans l'homme, la recherche, le savant, il a besoin d'avancer. Le problème, c'est expérimenter. On n'arrive pas à se retenir d'expérimenter les choses et d'essayer de les faire, et puis de constater ensuite le résultat. C'est d'apporter d'abord peut-être une plus grande attention à l'humain, dans ses contradictions, dans sa fragilité. Je prends un seul exemple pour lequel j'ai été probablement insulté dans ma vie comme jamais. Quand en 2008, nous avons rendu un avis sur le dépistage généralisé de la surdité à la naissance, le premier jour de l'accouchement. Et nous avons été saisis par les sourds qui disaient que, bon, si certains veulent avoir des prothèses, c'est très bien, et que la science peut leur apporter un bénéfice, mais que eux-mêmes ont le sentiment que la langue des signes leur permettait de communiquer, d'être une véritable culture, et que avoir un appareil les éloignait non seulement de leur culture, mais les éloignait de la vie réelle, en leur donnant l'impression que les appareillés, alors ça a changé, mais il y a eu des... Mais en fait, les appareillages, ils changent tous les 10 ans, tous les 20 ans, qu'ils étaient dépendants d'une prothèse qui allait elle-même devenir obsolète, comme on est passé de l'analogique au numérique, et qui voulaient que la médecine soit beaucoup plus indulgente sur la langue des signes qu'elle ne l'était, en disant maintenant, arrêtez la langue des signes, on vous met des prothèses, et que les prothèses soient effectivement pour ceux qui le veulent, mais pas que la médecine s'arroge par le dépistage généralisé à la naissance, l'idée que la prothèse est la seule réponse. Et que j'étais frappé à ce moment-là de découvrir que les capacités de ceux qui avaient perdu l'audition étaient compensées par tellement d'autres améliorations que l'idée étonnante, peut-être, que les prothèses les empêchaient de compenser leur manque d'audition par une meilleure vision. Et donc c'est cette idée peut-être un peu triste, un peu qui paraît toujours comme si, au fond, j'étais celui qui retirait par ses basques le progrès scientifique. C'est absolument pas mon sentiment. Simplement, je suis contre l'espèce d'enthousiasme, le sentiment qu'au XXIe siècle, désormais, nous sommes libres, alors que je pense que nous sommes de plus en plus hétéronomes à des prothèses de tous ordres. Et la médecine me paraît être une prothèse générale, au sens global du terme, qui nous éloigne de l'essentiel. Vous êtes d'accord avec ça, Denis Duboul, pour conclure? Pour conclure rapidement, je dirais qu'au contraire, il faut être extrêmement enthousiaste avec toutes ces nouvelles technologies qui arrivent. Je pense qu'il faut bien les analyser, bien regarder ce qu'elles peuvent nous apporter, faire attention. On a un cadre législatif dont on n'a pas parlé qui est extrêmement sévère. Et qui est-ce qu'on pourrait dire qu'une des limitations, c'est celle du choix? C'est-à-dire, effectivement, si c'est accessible à tous, c'est OK. Et si ça n'est accessible qu'à une élite, voilà, c'est plus OK? Mais vous disiez précédemment que l'histoire a montré que tout ce qui peut être fait, elle l'a été. Moi, je vous dirais que tout ce qui commence à être accessible généralement à une élite, tôt ou tard, descend sur des couches qui sont probablement plus nécessiteuses que cette couche particulière. Donc je dirais que ce n'est pas un vrai problème. Si des gens fortunés permettent à des outils thérapeutiques de se développer qui, plus tard, bénéficieront au reste de la population. Je ne suis pas absolument sûr que ce soit un méfait. Et encore juste une question. C'est ce qui s'est passé avec la procréation médicalement assistée. Au oui. début, c'était extrêmement cher, réservé à une toute petite couche. Ça l'est encore. Et il y a 2 ans, nous avons fêté le million d'enfants bébés éprouvettes qui, maintenant, dans certains pays, est remboursé par les assurances maladie. Juste une dernière question, parce que c'est cette curiosité liée au thème. Est-ce que vous pensez que si une créature devait nous en vouloir d'avoir émergé par nos mains, est-ce qu'elle serait plutôt cybernétique, c'est-à-dire est-ce que ce serait du côté de l'intelligence artificielle ou cognitive, ou est-ce que ce serait plutôt une créature biologique? J'espère que ce serait une créature biologique, pour que j'ai l'occasion de faire des commentaires, mais...
Mais je pense que plutôt que ce serait du côté de l'intelligence artificielle. Merci beaucoup. Merci à tous les deux pour cette discussion.